Salut à toutes et à tous. Mon nom est Michel Barbier et je suis le directeur général de Genium 360. Merci d'être avec nous ce midi pour cette conférence sur les prévisions des perspectives économiques et financières du mouvement Desjardins. À la suite du succès de ce webinaire de l'an dernier, nous avons décidé de renouveler l'expérience car nous savons que nos membres sont très intéressés par les questions financières et économiques. Dans le contexte économique et politique actuel, avec les tarifs d'un président américain plutôt imprévisibles et les très récentes élections au fédéral, tout est en place pour clarifier ce qui semble être un parfait mélange d'incertitudes économiques et de perturbations à venir. Je pense que nous sommes tous curieux de connaître ce que les experts ont à dire à ce sujet. C'est pourquoi il me fait plaisir d'accueillir M. Benoît Durocher, directeur et économiste principal au Mouvement Desjardins, pour nous en parler. Bonjour, M. Durocher. Bonjour tout le monde. Alors donc, M. Durocher nous a préparé une présentation d'environ 45 minutes et par la suite, il répondra à vos questions. Je vous invite à nous transmettre vos questions tout au long de la conférence via le module Q et A de Zoom. Nous allons poser les questions les plus populaires à notre conférencier à la fin. Je tiens à remercier notre partenaire Desjardins pour ce webinaire et bien sûr, je vous invite à consulter la section privilèges de notre site Web pour en savoir plus sur les offres que Desjardins accorde aux membres de Genium 360. Sur ce, je cède la parole à M. Durocher. Bon webinaire. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, dans une période un peu particulière, alors je vais essayer de vous partager mon écran. Je crois que c'est celle-là, ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est partagé. Parfait, parfait, super, merci. Donc, je commence ça. Je ne verrai pas les mains levées si jamais vous en avez. Je sais que les périodes de questions sont pour la fin, mais si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne verrai pas les mains levées. Donc, oui, prévision économique dans un contexte un peu particulier. On va commencer, en fait, je vous propose un tour de roue international, puis après ça, on va descendre, puis on va se rapprocher un peu plus proche de nous au Canada puis au Québec. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être sur ce bateau-là là, depuis un certain temps. Là. C'est assez difficile de savoir où on s'en va. Je vous dirais même nous, écoutez, on est là-dedans à journée longue, puis des fois, on a de la difficulté à suivre, à suivre les nouvelles, puis de savoir, en fait, de discerner, en fait, c'est quoi c'est quoi les rumeurs versus c'est quoi qui est vraiment confirmé. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est particulièrement difficile aussi à faire dans le contexte actuel. Mais j'ai des bons collègues, j'ai une bonne équipe avec moi. On est capable là, d'établir des bonnes tendances là, dans ce contexte-là. Puis, une chose qu'on peut voir d'emblée ici dans ce graphique-là, en fait, c'est un indice qui mesure l'incertitude économique associée à la politique commerciale aux États-Unis. Puis, on dit souvent une image vaut mille mots. On le voit là, depuis l'élection de M. Trump. En fait, on a rarement, en fait, depuis que cet indice-là existe, on n'a jamais été aussi élevé en termes d'incertitude associée à la politique commerciale. Donc, en même temps, ce n'est pas une surprise, mais c'est toujours le fun de voir à quel point que, même par rapport à la pandémie, où on se rappelle, pendant la pandémie, les incertitudes étaient quand même assez élevées, mais c'est sans commune mesure maintenant ce qu'on vit du côté des incertitudes sur la politique commerciale. Puis évidemment, tout ça est un peu le reflet des différentes annonces qu'on a eues du côté américain concernant les tarifs. Si vous avez un graphique sur les tarifs effectifs américains, déjà, je peux peut-être vous le mentionner, donc parce qu'on va revenir souvent avec cette notion de tarif effectif. En fait, le tarif effectif, on le sait, il y a des tarifs de 25 sur certains biens, il y a des tarifs de 10 sur d'autres biens, il y a certains biens qui sont exemptés, il y en a d'autres qui ne sont pas exemptés. Donc, une façon de voir un peu le portrait global de ces tarifs-là, c'est de calculer un tarif effectif et qui est dans le fond une moyenne pondérée. Donc, c'est le tarif, mais en fonction de l'importance relative des biens dans le commerce en fonction de leur tarif. Donc, on arrive avec cette mesure de tarif effectif-là. Et vous le voyez là, à quel point ça a effectivement beaucoup fluctué au cours des dernières semaines.
Là, on est rendu à peu près un tarif effectif d'à peu près 20 il y a des exceptions qui devraient tomber au cours des prochaines semaines qui pourraient augmenter un peu ce tarif-là. Donc, cette espèce de yo-yo-là qui n'a vraiment pas aidé là, au climat d'incertitude actuel. Puis quand on regarde ce fameux tarif effectif-là, d'un point de vue historique, c'est majeur là, ce qu'on est en train de vivre. Parce que quand on regarde dans le temps puis qu'on recule, en fait, il faut reculer au début au début du 20e siècle là, pour voir une politique commerciale aussi restrictive du côté américain avec des tarifs effectifs aussi élevés. Donc, ça fait plus d'un siècle, dans le fond, qu'on n'a jamais connu une situation aussi particulière. Et dans un contexte où, pendant ce siècle-là, il y a eu un grand mouvement vers la mondialisation. Donc, les pays se sont de plus en plus spécialisés avec des échanges qui se sont faits de façon de plus en plus ouverte. Donc, c'est comme si on essayait d'effacer cette façon de faire qu'on a depuis 100 ans. En quelques semaines, évidemment, vous voyez tous les changements structurels et les problèmes que ça amène sur l'économie. Évidemment, quand on fait des prévisions, puis là, qu'on essaie de voir un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, on n'a pas le choix, on est obligé de faire des hypothèses. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ces hypothèses-là. Évidemment, les hypothèses qu'on fait, on essaie de trouver un équilibre dans ce qu'on juge le plus probable au cours des prochains mois. Vous avez ici, en fait, donc, la liste de ces hypothèses-là. Donc, le tarif américain de réciprocité de 10 seront maintenus, même après l'exception. Les tarifs entre les États-Unis et la Chine vont être maintenus au niveau actuel. L'augmentation des tarifs annoncés pour le 3 mai concernant les pièces automobiles, elle va être mise en place. Bon, vous voyez les mesures sur le cuivre. Les exemptions liées à la CUM, ça je vais y revenir, c'est quand même assez important. Donc, ces exemptions-là, du côté des règles d'origine, vont être préservées. Et une hypothèse quand même assez importante qu'on fait aussi, c'est quelque part au début de 2026, on se dit, rendu là, l'effet néfaste de cette guerre tarifaire-là, de cette guerre commerciale-là, sur l'économie américaine va être devenu quand même très importante. Et en raison de ces effets importants-là, il va y avoir de plus en plus de pression pour reculer un peu du côté américain. Et donc, on fait l'hypothèse que quelque part au début de 2026, bien, les tarifs pourraient être réduits graduellement. On pourrait passer, par exemple, à des tarifs de 25 vers des tarifs de 10 Donc, il y a une espèce de réduction dans les mesures tarifaires là, qui sont incluses dans nos prévisions. Évidemment, c'est une hypothèse qu'on fait. En ce moment, on n'a pas d'indication dans cette direction-là. Mais c'est une hypothèse qui nous semble quand même assez probable là, dans le contexte actuel. Puis évidemment, juste un petit rappel, on parle beaucoup de tarifs depuis le début, mais juste rappeler que c'est toujours les biens qui sont concernés par ces tarifs-là. Donc, tout ce qui est services, évidemment, ne font pas l'objet de tarifs, tant au Canada qu'aux États-Unis ou même ailleurs dans le monde. Puis, évidemment, si je comprends bien, évidemment, pour le secteur de l'ingénierie, c'est quand même assez important là, de prendre note de ça. Puis si on fait le résumé de tout ça pour le Canada chez nous, donc c'est quoi les tarifs américains qui s'appliquent au Canada en ce moment? Donc on a le 10 sur l'énergie et les minéraux critiques, on a 25 sur les produits, en fait sur tous les produits, sauf ceux qui sont conformes à la CUM. On a le secteur de l'automobile, on a le 25 sur l'acier et l'aluminium, sur les pièces, bref, on a un paquet de tarifs là, comme ça qui sont en vigueur. Et si on fait le bilan de tout ça, ben, en ce moment, on est à des tarifs effectifs à peu près un petit peu en haut de 14 en ce moment au Canada en termes de tarifs effectifs. Et là, on fait une autre hypothèse qui est quand même aussi importante, c'est que présentement, quand on regarde les statistiques officielles, il y a très peu d'entreprises, d'exportateurs canadiens qui se donnent la peine de remplir les formulaires pour certifier les règles d'origine de leurs produits. Donc, puis évidemment,
c'est normal parce que ces exemptions-là n'étaient pas importantes dans le passé parce qu'on avait de toute façon un accord de libre-échange qui garantissait un libre-échange. Donc, il y avait très peu d'entreprises qui se donnaient la peine de certifier les règles d'origine et donc de certifier qu'ils respectaient les règles de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, qui est le nouvel accord de libre-échange négocié par la première administration Trump. Puis quand on regarde les chiffres officiels en ce moment, il y a à peu près ça, un petit peu moins de 40% des exportateurs qui se donnent la peine de remplir ces formulaires-là. Et donc, le 14% ou un peu plus de tarifs effectifs qu'on calcule, c'est en fonction de cette information-là. Et nous, on fait l'hypothèse qu'évidemment, là, il y a un incitatif important pour les entreprises, pour les exportateurs, à remplir la paperasse. Et donc, on pense qu'il va y avoir quand même une plus grande proportion d'exportateurs que, de toute façon, ils respectent déjà ces règles d'origine-là. C'est juste pour se donner la peine de remplir ces formulaires-là. Et on pense qu'il va y avoir un plus grand nombre d'entreprises, donc, dans les statistiques officielles, vont respecter ces critères d'origine-là pour être exemptés des tarifs en fonction de l'accum. Puis on pense qu'en fait, cette proportion-là pourrait monter jusqu'à 90% par rapport à 38% en ce moment. Et si ça arrive, juste ça, évidemment, on ne touche pas au niveau des tarifs, juste ça pourrait faire en sorte que le taux effectif pour les exportations canadiennes pourrait passer d'un peu plus de 14% à quelque part entre 5%, entre 4 et 5%, on va dire ça comme ça, de tarifs effectifs au cours des prochains mois. Donc ça, c'est une hypothèse qui est forte, mais honnêtement, qui est quand même réaliste dans ce qu'on connaît du côté de la structure des biens pour le Canada. Et ça ferait en sorte que quand on compare donc ce taux effectif-là d'à peu près 5% qu'on pourrait avoir au Canada, c'est le taux ici là, avec l'hypothèse du 90%. Puis quand on compare donc le Canada au taux effectif pour d'autres pays aux États-Unis, mais finalement, on se ramasserait dans une position quand même pas si mal, en fait, plutôt avantageuse, avec un des taux effectifs les plus bas sur nos exportations dirigées vers les États-Unis. Donc ça viendrait un peu amoindrir l'effet de la guerre commerciale sur le Canada et même donner une espèce de petit avantage comparatif même pour le Canada. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que tout va bien aller au Canada. On anticipe des difficultés importantes tant au Canada, mais surtout aussi aux États-Unis. Fait que, évidemment, vous le savez, les deux économies sont très interreliées. Donc, si on prévoit des difficultés importantes aux États-Unis, c'est clair qu'au Canada, on va être impacté par le fait même. Et en plus, évidemment, les effets des tarifs au Canada. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien aller au Canada, mais ça va peut-être aller un petit peu moins mal qu'on aurait pu le penser initialement, on va dire ça comme ça. Là, les effets de cette guerre commerciale-là commencent à se faire sentir de plus en plus sur certains indicateurs économiques. Évidemment, tout ça est un peu jeune, là. Bon, vous savez, les indicateurs économiques sont tout le temps publiés avec un certain retard. Mais déjà, avec des indices de confiance du côté des entreprises, on voit que ça commence à baisser un petit peu aux États-Unis, tandis qu'au Canada, lui, l'effet, il était quand même assez rapide en termes de diminution de la confiance. Même chose du côté du secteur extérieur. On a eu des données sur les comptes économiques américains hier qui a confirmé ce qu'on pensait qu'effectivement, il y a eu une espèce de devancement de certains échanges commerciaux avant l'application des tarifs au premier trimestre, de sorte qu'on s'est ramassé avec une espèce de bond des importations américaines parce que les entreprises et les consommateurs américains ont fait le plein de biens étrangers avant l'application des tarifs, mais tout ça, on sait très bien, temporaire. On s'attend à ce qu'il y ait un net ralentissement du commerce international aux États-Unis avec l'application des tarifs. Et l'impact va se faire sentir, c'est assez clair. Là. Puis, entre autres, évidemment, ce qu'on va surveiller de près aux États-Unis, c'est par le biais de l'inflation. Donc, on anticipe que ces tarifs-là vont amener une augmentation des prix. Et par conséquent, ces tarifs-là vont toucher quand même fortement les consommateurs américains. Puis une façon de le voir ici, vous avez un graphique sur la part des dépenses, la part des importations dans les dépenses de consommation personnelle de base. Là. Donc, quand on regarde la consommation de base du consommateur américain, bon, on voit que la Chine accapare quand même un gros morceau au niveau des effets directs. Et là, c'est clair que
Là, on parle d'un tarif en haut de 100 pour la Chine. Là. Donc, c'est clair que tous ces biens-là vont subir des pressions à la hausse sur les prix de façon importante. Et ça va se traduire là, par des augmentations de prix pour les consommateurs américains, c'est inévitable. Puis vous voyez évidemment l'implication pour d'autres pays avec le Canada là, qui est quand même assez en haut de la liste également. Puis déjà, encore une fois, ça ne paraît pas dans les résultats officiels à cause du délai, mais quand on fait des enquêtes auprès des consommateurs américains, qu'on leur demande c'est quoi vos anticipations du côté de l'inflation, mais vous voyez à quel point qu'effectivement les consommateurs américains anticipent là, une forte accélération de l'inflation aux États-Unis. Et ça va amener évidemment un ralentissement des dépenses de consommation et une récession du côté de l'économie américaine. Si vous avez à gauche l'évolution du PIB réel américain, le vert pâle, c'est le scénario qu'on avait sans les tarifs. Et avec les tarifs, donc on a eu une première petite baisse au premier trimestre qui a été dévoilée hier. Je vous dirais, on ne peut pas vraiment parler de récession là, parce que la demande intérieure était quand même assez forte. C'est vraiment un jeu de commerce extérieur là, qui a amené cette baisse du PIB réel-là. Mais dès le deuxième trimestre, troisième trimestre, là, on anticipe que les difficultés d'économie américaine vont s'intensifier. Donc, avec une récession du côté de l'économie américaine là, qui nous semble très probable en fonction de la guerre commerciale et des effets là, sur les consommateurs, mais aussi, il y a aussi les entreprises hein, avec tout le climat d'incertitude, avec les investissements qui pourraient connaître certaines difficultés. Puis à droite, vous avez l'implication de tout ça sur l'inflation. Donc, en vert pâle, encore une fois, c'est le scénario sans les tarifs. Et vous voyez l'effet de notre nouveau scénario là, à la hausse sur l'inflation aux États-Unis là, qui pourrait s'accélérer quand même de façon importante avec les tarifs. Et en terminant pour l'économie américaine, bon, on voit le résumé là, de nos prévisions. Comme je le mentionnais, la petite baisse qui est une espèce de mise en bouche là, pour l'économie américaine, mais avec les difficultés là, qui vont s'intensifier un petit peu plus tard en 2026. Et pour 2025, puis pour 2026, vous le voyez, là, à l'approche de 2026, on pourrait revenir en territoire positif. Mais ça, je reviens à ma première hypothèse que j'ai mentionnée tantôt. Évidemment, on fait l'hypothèse que des tarifs vont diminuer en raison des pressions qui vont être de plus en plus importantes à la lumière de ces résultats-là. Et donc, si effectivement les tarifs diminuent, mais ça va ouvrir la porte à une certaine amélioration des conditions économiques en 2026. Donc, chez nous, au Canada, Québec, évidemment, c'est sûr que les impacts vont être quand même assez importants. Peut-être une petite chose à mentionner, dans le sens où les impacts vont quand même être inégaux. Là. Donc, c'est sûr que quand on parle de récession, en bout de ligne, un peu tout le monde finit par écoper, mais il y a quand même certains secteurs qui sont plus vulnérables, entre autres, aux tarifs américains. Et en fait, nous, on a fait un peu l'exercice, d'essayer d'identifier ces secteurs vulnérables-là, puis on juge que c'est à peu près 26 de l'ensemble de l'économie canadienne qui se retrouvent dans des secteurs vulnérables. Puis pour le Québec, c'est à peu près la même chose. On peut voir les choses de deux façons. Hein. Premièrement, on peut se dire que 26 c'est beaucoup, mais en même temps, on peut se dire qu'il y a quand même 74 de l'ensemble de l'économie qui n'est pas vulnérable aux effets directs des tarifs. Je vous laisse choisir si votre verre est à moitié plein ou à moitié vide. C'est à vous de voir. Mais 26 c'est quand même assez important comme impact majeur. Puis pour voir lesquels de ces secteurs-là, justement, sont les plus vulnérables, on a fait une espèce d'indice. Puis, évidemment, le premier réflexe, c'est de se tourner vers la part des exportations pour chaque secteur qui sont destinés aux États-Unis, puis de dire, bien, les secteurs qui exportent le plus aux États-Unis, bien, c'est les secteurs qui ont été plus vulnérables. Oui, mais en fait, c'est pas juste ça aussi. En fait, il faut regarder aussi c'est quoi les substituts qui existent aux États-Unis pour ces exportations-là. Parce que même s'il y a des tarifs, s'il n'y a pas de substitut aux États-Unis pour les biens qui sont importés du Canada, bien, les Américains vont les importer pareil, ces biens-là. Donc, il y a cette notion-là aussi qui doit être tenue en compte. Et on arrive donc avec notre indice de vulnérabilité. Puis là, je ne vais pas passer au travers de tous les secteurs, là, mais
les métaux, les aliments, produits chimiques, produits en bois, caoutchouc, véhicules, tout le secteur de l'automobile, évidemment, c'est un gros morceau ici qui se retrouve dans les secteurs vulnérables. Dans le milieu, on a des espèces de secteurs qui sont pas trop vulnérables, mais qui ne sont pas tirés d'affaires non plus. Donc, les produits métalliques, le transport, le commerce de gros, etc., l'extraction de pétrole. Et de l'autre côté du spectre, c'est les secteurs qui sont, on va dire, moins vulnérables, donc qui sont plus dans le vert. C'est beaucoup dans les services. Hein. Vous allez voir, donc, les services professionnels, les administrations publiques, l'art, l'hébergement, la restauration, le commerce de détail. Puis là, on a mis en jaune certains secteurs quand même à surveiller parce qu'évidemment, si on applique des tarifs de réciprocité au Canada, on l'a déjà fait, mais on pourrait en ajouter d'autres au cours des prochains mois. Mais ces tarifs-là, en fonction de l'impact sur l'inflation au Canada, ces secteurs-là pourraient aussi être un peu affectés par la bande, même s'ils ne sont pas vulnérables de façon directe. Là. Donc, en gros, là, c'est le portrait sectoriel. Puis avec ce portrait sectoriel-là qui est fait, on peut faire aussi le portrait régional. Donc, quand on regarde c'est quoi les provinces qui sont les plus vulnérables aux tarifs douaniers, on peut se dire, évidemment, plus la part de la production, plus les exportations vers les États-Unis dans la production est importante, plus les provinces sont vulnérables, oui. Mais en même temps, il faut aussi regarder c'est quoi le tarif effectif. Là, c'est là qu'on arrive, en fait, dans une zone mitoyenne où c'est surtout le Québec puis l'Ontario qui sont les régions qui sont les plus vulnérables, dans le fond, aux tarifs douaniers. Le Canada, comme je l'ai mentionné, n'est pas resté les mains croisées. C'est un des pays qui a été le plus réactif, je dirais, par rapport aux mesures tarifaires américaines. Et il y a une panoplie de mesures tarifaires, mais non tarifaires aussi, qui ont été introduites au cours des dernières semaines. Du côté du gouvernement fédéral, on a mis des tarifs de 25 sur un large éventail. En fait, c'est 30 milliards, là, puis il y a un autre 125 milliards qui n'est pas entré en vigueur, parce qu'entre autres, on était en élection avant ça. C'est une liste, écoutez, c'est vraiment une liste, c'est difficile d'aller de façon générale, il faudrait y aller de façon détaillée, mais il y a un large éventail de biens qui a déjà un tarif de 25 un 25 aussi sur l'aluminium qui a été implanté, puis aussi sur les véhicules qui sont non conformes à la CUM, et 25 sur le contenu non canadien ou mexicain de ces véhicules qui sont non conformes là. Puis là, encore une fois, vous voyez l'importance de la notion de conformité et donc de remplir correctement les fameux formulaires que je mentionnais tantôt. Puis du côté provincial, là, vous avez une liste de mesures non tarifaires là, qui a été mise en place aussi par plusieurs provinces, entre autres au Québec. Hein, vous vous souvenez, au Québec, on a enlevé les produits alcoolisés américains là, dans les rayons des SAQ, etc. Donc, il y a plusieurs mesures non tarifaires comme ça qui ont été mises en place, de sorte que quand on regarde aussi la situation chez nous au Canada puis au Québec, c'est exactement la même chose. Puis, encore une fois, ça n'apparaît pas dans les chiffres officiels, mais quand on fait des enquêtes auprès des consommateurs au niveau de leur perception sur l'inflation, mais les perceptions, effectivement, les gens anticipent que l'inflation au Canada va augmenter beaucoup. L'inflation au Canada, ça va être un peu particulier parce que, oui, ça pourrait monter beaucoup, mais il y a comme des vents contraires, en fait, qui jouent beaucoup sur l'inflation. Fait que, si vous avez en fait la variation de l'inflation, le vert foncé, c'est notre prévision initiale qu'on avait pour l'inflation. Et vous avez l'effet des tarifs canadiens qui vont être appliqués sur les importations américaines, donc l'ajout qu'on a du côté de l'inflation en provenance des tarifs qui correspond aux sections vert pâle. Donc oui, effectivement, ça tire vers le haut. Mais on doit aussi retrancher au calcul, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais on a enlevé la taxe carbone du côté, ça a été un des premiers gestes de Mark Carney lorsqu'il est devenu premier ministre. Donc, on a retiré la taxe carbone et ça vient en fait enlever, freiner l'évolution de l'inflation. Donc, il y en a un qui est à la hausse, l'autre qui contrebalance à la baisse, de sorte que l'effet total, donc les points noirs, oui, c'est plus élevé que notre scénario initial en vert foncé,
mais ce n'est pas aussi élevé qu'on aurait pu le penser initialement parce qu'il y a des effets contraires là, qui jouent sur l'inflation. Puis quand on regarde en détail sur l'inflation, beaucoup de couleurs là-dessus. On va se concentrer surtout sur la courbe noire, là, qui est l'inflation totale. Mais vous voyez qu'effectivement, on anticipe que oui, peut-être un peu d'augmentation, mais on ne s'en va pas une inflation à 5, 6, 7 dans nos projections. Là. Oui, une certaine pression à la hausse, mais c'est. En fait, il y a certaines pressions à la hausse qui étaient là, il y a un an ou deux, qui est en train de disparaître. Puis ces pressions-là à la hausse vont être remplacées par de nouvelles pressions à la hausse en provenance notamment des tarifs. Mais quand on regarde l'évolution totale, finalement, les perspectives sont quand même rassurantes du côté de l'inflation. Puis encore une fois, il faut se rappeler une chose. Si on parle de l'inflation qui est basée avec un panier de consommation, et plus que la moitié du panier de consommation qui sert à ce calcul-là est composé de services et qui, évidemment, ne seront pas assujettis à des tarifs douaniers. Donc, déjà, partant, tu as la moitié du panier qui n'est pas tarifé. Puis dans l'autre moitié, évidemment, ce n'est pas l'ensemble de l'autre moitié qui a des tarifs. Il y a certains biens qui sont tarifés, puis il y a des exceptions, etc. Donc, quand on prend tout ça en compte, finalement, les perspectives sur l'inflation sont quand même rassurantes. Ça n'empêche pas, évidemment, les consommateurs canadiens et québécois d'être inquiets. Vous avez ici des indices de confiance au Canada et au Québec là, qui sont en forte baisse là, depuis quelques mois en fonction des incertitudes associées à la guerre commerciale. Il y a des effets aussi anticipés sur le marché du travail. Encore une fois, ce n'est pas vraiment des chiffres, c'est toujours des enquêtes qu'on fait du côté des ménages. On leur demande c'est quoi votre sentiment par rapport au marché du travail. On a un indice donc, du marché du travail qui correspond aux lignes noires, au point noir. Et vous voyez tout récemment à quel point le dernier point noir s'est détérioré. Donc, une forte détérioration des anticipations des ménages concernant les conditions du marché du travail. Puis quand on regarde, c'est surtout la barre verte, en fait, qui a fortement contribué à détériorer cette confiance-là par rapport au marché du travail. Puis ça correspond, en fait, à la probabilité de perdre son emploi. Donc, les ménages canadiens ont de plus en plus peur, en fonction, évidemment, des impacts de la guerre commerciale, de perdre leurs emplois. Et ça commence à apparaître aussi sur ces indices-là. Et puis, évidemment, c'est un des éléments aussi qui joue sur la confiance qu'on a vu précédemment. Puis, quand on regarde les données réelles sur le marché du travail, il commence un peu aussi à avoir certains effets. Vous avez ici la variation mensuelle de l'emploi. Le dernier chiffre, c'est quand même très, très mauvais pour mars. On a perdu 33 000 emplois au Canada. Même chose au Québec, on avait perdu un peu d'emplois. Il faut reculer, en fait, à la pandémie là, pour voir une détérioration de l'emploi mensuel aussi prononcée. Donc ça, évidemment, l'emploi, on est tout un petit peu prudent avec ces données-là parce qu'elles sont très volatiles. Là. On pourrait aussi bien avoir un rebond en avril, puis la situation change un peu. Mais c'est quand même un signe qui n'est pas dans la direction souhaitée. Puis quand on regarde aussi l'évolution du ratio de chômeurs par poste vacant, ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, entre autres pour avoir un peu une indication sur la situation de pénurie au niveau du marché du travail. On le voit, le nombre de chômeurs par poste vacant avait effectivement fortement diminué au sommet de la pénurie de main-d'œuvre au Canada, mais on voit depuis un certain temps que la situation est en train de changer, de sorte que ça devient, pour les chômeurs, là, de plus en plus difficile, on va dire ça comme ça, de se retrouver un travail en fonction des postes vacants qui sont disponibles. Ceci étant dit, oui, ça a monté, mais quand on regarde d'un point de vue historique, ça demeure encore quand même pas si pire, là. Mais disons que la tendance qu'on voit est quand même pas rassurante de ce côté-là. Quand on fait le bilan de tout ça, puis qu'on ramène ça sur nos prévisions pour le Canada, mais effectivement, donc, on a aussi une récession au Canada qui est prévue. Donc, encore une fois, le vert foncé, c'est sans les tarifs. Et avec les tarifs, là, on a un épisode de baisse là, de l'économie canadienne et québécoise. Je n'ai pas mis de graphique pour Québec, mais c'est sensiblement la même chose. Donc, des baisses qui sont attendues par la suite. Puis, un peu la même chose pour l'inflation qu'on a vue pour les États-Unis. Donc, sans le tarif, on avait une situation qui était quand même… En fait,
pas juste avant les tarifs, c'est même avant l'annonce aussi sur la taxe carbone. Donc, on avait une inflation qui se maintenait aux alentours de 2 mais avec la nouvelle prévision qui tient compte des effets de la taxe carbone, mais aussi des tarifs. Donc, on a une espèce, pendant un an, on a les bienfaits de la disparition de la taxe carbone, mais après ça, on le voit, l'inflation est généralement plus élevée que ce qu'on prévoyait auparavant en raison de l'effet positif sur les tarifs. Même chose sur le marché du travail, avant les tarifs, puis maintenant avec la récession, on anticipe un taux de chômage quand même nettement plus élevé. Et ça, malgré le fait que quand on regarde les projections démographiques, on anticipe quand même une progression de la population, beaucoup de couleurs encore une fois. On va se concentrer surtout sur la ligne noire, qui est la variation de la population d'une année à l'autre. Donc, la croissance de la population là, pour 2025 puis 2026 qui va être nettement plus faible que ce qu'on a connu au cours des dernières années. Mais malgré donc ces pronostics un peu plus moroses du côté de la démographie, on a quand même un taux de chômage qui est à la hausse. Donc, c'est quand même un élément important pour le marché du travail. Et ce ralentissement de la population-là qui a déjà commencé, mais qu'on anticipe aussi pour 2025 et 2026, va avoir aussi des effets directs sur la croissance économique tout court. Parce que ces gens-là, quand ils arrivaient au Canada, ben souvent, c'est ça, ils consommaient, ils achetaient des maisons, donc bref, ils participaient à l'activité économique, ils venaient soutenir la croissance économique, mais évidemment, en ayant moins de nouveaux arrivants, il va y avoir moins de support de ce côté-là. On peut le voir très bien ici, tant au Canada qu'au Québec, où on compare le PIB réel normal qu'on a dans nos statistiques qui correspondent aux lignes vert foncé, qui est effectivement légère croissance. Mais puis, en sachant par contre que ces données-là, au cours des dernières années, ont été gonflées évidemment par l'apport de la démographie puis de la population. Puis quand évidemment on ramène cette donnée-là par habitant, donc autrement dit, on enlève les bienfaits de l'apport démographique, on voit que l'histoire, le vert pâle, change tout au tout. Là. Au lieu d'une légère croissance, en fait, on a un léger déclin depuis quelques années. Donc, ça témoigne, en fait, puis ça, c'est pour le Canada, mais c'est la même chose pour le Québec, ça témoigne, en fait, à quel point qu'au cours des dernières années, la croissance économique qu'on a observée dans les chiffres officiels dépendait en grande partie de ce soutien de la démographie, évidemment avec un soutien moins important en 2025-2026, mais c'est un vent contraire additionnel là, qui est tout à fait propre au Canada puis au Québec, qui n'a pas rapport avec les tarifs, mais qui était déjà là. Puis là, évidemment, les tarifs en rajoutent une grosse couche par-dessus ça. C'est ce qui vient un peu aussi teinter nos projections. Puis un dernier vent contraire aussi qui vient teinter nos projections, c'est la fameuse vague de renouvellement hypothécaire. Donc, on sait, il y a eu beaucoup de gens qui ont renouvelé leur prêt hypothécaire, mais il en reste encore beaucoup parce qu'à la fin 2024, il y avait à peu près 65 des prêts hypothécaires qui avaient déjà été renouvelés. C'est donc dire qu'il en reste 35 en 2025 et en 2026 à renouveler. Et même si les taux sont à la baisse puis qui ont baissé par rapport au sommet, ces gens-là, ils ont contracté leur hypothèque pour la plupart du temps en 2020 ou en 2021, quand les taux d'intérêt étaient pratiquement zéro. Donc, même si les taux continuent à baisser, ces gens-là, quand ils vont renouveler, ils vont quand même renouveler avec des taux d'intérêt plus élevés. On ne pense pas qu'ils vont avoir des difficultés à respecter leurs obligations financières, mais évidemment, ils vont peut-être devoir faire des choix difficiles et couper dans certaines dépenses de consommation, d'où ce vent contraire additionnel-là. Et l'implication de tout ça sur le scénario pour le Canada et le Québec. Donc, aussi une récession là, qui est prévue en 2025 avec un retour en territoire positif en 2026 pour les hypothèses que j'ai mentionnées tantôt concernant les tarifs. Quelques mots sur le marché de l'habitation, juste pour dire qu'effectivement, on anticipe avec toute cette incertitude-là un certain effet. Donc, on anticipe un certain ralentissement du côté des prix, du côté des ventes. Même chose pour le Québec. Mais ce n'est pas aussi pire qu'on aurait pu le penser. Il faut comprendre qu'il y a une demande résiduelle qui est tellement importante à combler encore dans le marché que ça vient un peu contrebalancer l'effet des incertitudes. Puis aussi, il y a l'impact des taux d'intérêt qui sont à la baisse, là, qui viennent un peu apporter de l'eau au moulin pour le marché de l'habitation.
Même chose pour les mises en chantier. Donc, on prévoit encore un ralentissement de la construction résidentielle dans le neuf, mais c'est quand même pas si pire dans les circonstances. Puis quand on décompose cette construction-là, un peu comme dans le passé, ça devrait être surtout le vert foncé qui contribue fortement à la construction résidentielle, qui correspond en fait à la construction d'appartements locatifs, là, qui accapare une grande partie de ce qu'on construit au Canada par rapport aux condos ou aux maisons individuelles, là, qui est le bleu foncé, le bleu pâle et le vert pâle également. Peut-être quelques notes plus éditoriales pour terminer. En fait, on parle beaucoup de notre dépendance par rapport aux États-Unis et que ça serait bien d'être moins dépendant des États-Unis. Si vous avez en fait un graphique qui montre l'importance relative des États-Unis dans les exportations canadiennes de biens, puis vous voyez depuis de nombreuses décennies, en fait, ça ne bouge pas, c'est à peu près tout le temps la même affaire. Pas loin, entre 75 et 80 là, de tout ce qu'on exporte est toujours et encore dirigé vers les États-Unis. Et ça, c'est quand même une certaine déception, parce que là, on le voit, là, les problèmes qu'on a avec cette grande dépendance-là, avec ce partenaire commercial-là. C'est une déception parce que depuis de nombreuses années, on a multiplié les accords de libre-échange. Fait que oui, c'est le fun, on a un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, mais on a un paquet d'autres accords de libre-échange qu'on a conclus au cours des dernières années. Puis si vous avez la carte de tout, en fait, de tous les accords de libre-échange que le Canada a déjà avec le reste du monde, ça représente à peu près 60 de l'économie mondiale. Donc, le Canada a un libre accès en ce moment, et les entreprises canadiennes et québécoises ont un libre accès à peu près à 60 de l'économie mondiale. Mais visiblement, on ne parvient pas à en tirer profit puis à diversifier nos échanges commerciaux. Donc, effectivement, est-ce que c'est un wake-up call qu'on vit en ce moment et ça va amener un certain changement dans cette répartition-là géographique de nos échanges? Ça reste à voir, mais c'est clair qu'on a quand même, on le voit, là, des bons outils pour parvenir à faire une meilleure diversification. Un autre élément qui revient souvent, c'est que c'est bien beau les échanges commerciaux internationaux. Est-ce qu'on peut aussi améliorer les échanges entre nous, entre les provinces? Il y a déjà beaucoup de barrières là, au sein du commerce entre les provinces. Est-ce qu'on peut enlever ces barrières-là pour favoriser le commerce au sein du pays? Et la réponse est oui, certainement. Il y a probablement beaucoup de chemin à faire là-dessus. Honnêtement, ça fait des années qu'on en parle. Encore une fois, ça ne bouge pas vraiment beaucoup. Mais il y a quand même une réalité géographique, puis ça, malheureusement, on ne peut rien faire comme ça. Et si vous avez un tableau, encore une fois, c'est une enquête auprès des entreprises canadiennes pour leur a demandé c'est quoi votre principal obstacle pour faire du commerce avec d'autres provinces. Et en fait, les deux éléments qui ressortent le plus, c'est le coût du transport et la distance entre le point d'origine et la destination. Autrement dit, le Canada, c'est un grand pays et c'est très coûteux de produire quelque chose à Montréal puis de le shipper à Calgary. C'est beaucoup plus simple, en fait, de le produire à Montréal puis de le shipper à New York. Et ça, malheureusement, c'est un contexte géographique qui est là puis qu'il faut vivre avec. Fait que il ne faut pas s'entendre non plus à des miracles, même si on facilite les échanges entre les provinces. Cette réalité géographique-là, elle va perdurer. Puis c'est sûr qu'on peut, par exemple, penser à une amélioration pour le transport ferroviaire, etc., mais tout ça est très coûteux. C'est pour ça que je ne m'attends pas à beaucoup de miracles du côté du commerce interprovincial dans les prochaines années. En terminant, quelques éléments sur un peu plus financiers. Donc, prévisions sur les taux d'intérêt. Donc, on prévoit encore des baisses de taux d'intérêt au Canada du côté de la Banque du Canada. Évidemment, la Banque du Canada, c'est un équilibre qu'elle doit faire entre, évidemment, les pressions qui un petit peu plus à la hausse sur l'inflation, mais aussi les difficultés économiques. Mais on pense qu'il y a encore de la place pour baisser les taux. Même chose pour les taux obligataires. Et quand on regarde du côté des devises, évidemment, il y a eu beaucoup de perturbations au cours des dernières semaines, on va dire ça comme ça, du côté des marchés financiers. Puis une chose qui ressort beaucoup, en fait, c'est la dépréciation généralisée du dollar américain par rapport à plusieurs autres devises. En fait, ici, vous avez la performance relative des gains
que plusieurs devises ont fait depuis le début de l'année par rapport au dollar américain. Vous voyez, la plupart des grandes devises, incluant le dollar canadien, ont fait des gains. Donc, les investisseurs délaissent un peu les actifs américains. Et quand on regarde nos projections sur le dollar canadien, on le voit, l'espèce d'effet d'appréciation de court terme qu'on a connu. Là, la poussière semble retomber un peu. Là, ça devrait se calmer un peu, mais la tendance est plus là, vers une légère appréciation du dollar canadien dans nos projections pour les trimestres à venir. Et pour la bourse, en fait, un message, c'est faut prendre les choses avec perspective. En fait, si vous avez un graphique qui remonte à 1975 du côté des indices boursiers, tant aux États-Unis qu'au Canada, et en fait, mon objectif, c'est de vous montrer, oui, effectivement, il y a une correction là, qui fait mal depuis quelques mois, mais dans le passé, là, on a eu souvent des périodes de correction comme ça. Et c'est normal, ça fait partie de la nature de la bête. D'où l'importance d'avoir un plan d'investissement qui est conforme à notre tolérance au risque, mais il ne faut quand même pas se surprendre qu'il y ait de ce genre de volatilité-là. Puis d'ailleurs, quand on regarde nos projections pour les prochains mois, oui, effectivement, à très court terme, là, on ne pense pas que la tendance va se renverser. Là, on anticipe d'autres baisses des indices boursiers en 2025, mais plus on va se rapprocher du fameux sweet spot en 2026, où selon notre hypothèse, effectivement, avec la récession aux États-Unis, il va y avoir de plus en plus de pression pour réduire un peu les tensions tarifaires, mais ça va évidemment ouvrir la porte à une certaine amélioration des indices boursiers en 2025 et 2026. Ça fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, Oui, des commentaires. il y a plusieurs questions, M. Durocher. Excellente présentation, extrêmement détaillée, surtout très, très, très contextuelle. Je vous laisse reprendre votre souffle. Il y a plusieurs questions qui sont très pertinentes, qui vont peut-être un petit peu plus loin au niveau du Québécois moyen ordinaire, là, et certaines clarifications aussi qu'on va permettre d'apporter. Je vais avec la première. Les prix actuels, c'est-à-dire, pensez-vous que les prix reviendront à la normale au niveau d'avant les tarifs, alors qu'il y aura des fluctuations importantes dans la mise en place des tarifs? Euh, Autrement dit, la question, c'est là, il va y avoir des pressions à la hausse en provenance des tarifs. Et là, évidemment, la question, on sous-entend que peut-être qu'à un moment donné, ces tarifs-là vont être enlevés. Si on enlève ces tarifs-là, effectivement, là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine baisse des prix, donc proportionnellement aux effets de ces tarifs-là. Honnêtement, en ce moment, c'est un peu audacieux là, d'essayer de prévoir un retrait des tarifs. Tu sais, je sais que tout le monde souhaite ça, là, qu'on revienne un peu, que ça soit le gros bon sens qui l'emporte, puis qu'on revienne un peu à ça, mais dans notre scénario, déjà l'hypothèse de réduire les tarifs à 10 début 2026, c'est quand même un gros morceau comme hypothèse. On ne va pas jusqu'à une hypothèse dans nos scénarios pour l'instant de retour à des tarifs zéro. Donc, pour répondre à la question, à court et moyen terme, on ne peut pas s'attendre à un ralentissement de l'inflation en provenance d'une réduction des tarifs. D'accord. L'impact des tarifs sur un consommateur moyen, au-delà de l'IPC puis au-delà du taux de chômage, est-ce qu'il y a d'autres impacts qui vont jouer dans la consommation courante, dans le quotidien, dans le paiement mensuel du consommateur moyen et du Québécois travailleur ordinaire? Euh, en fait, on le voit beaucoup par la confiance. Hein. Déjà, j'ai montré un graphique là, sur la confiance des consommateurs qui est en chute libre tant au Canada qu'au Québec. Et ça, évidemment, cette perte de confiance-là des consommateurs peut amener, évidemment, certains ménages à être un peu plus prudents dans leurs dépenses, repousser certaines dépenses. Puis ça vient un peu, évidemment, alimenter les difficultés économiques et, évidemment, l'ampleur de la récession. Puis pourtant, ces ménages-là, effectivement, ils n'ont pas perdu leur job. Puis oui, il y a une inflation un petit peu plus élevée, mais ils sont capables quand même de passer au travers. Mais juste à cause de ce climat d'incertitude-là, il y a quand même des effets importants pour ces ménages-là. Excellent. Une question spécifique à l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il y a des mesures
non tarifaires, mais aussi tarifaires spécifiques à l'industrie pharmaceutique? Écoutez, je ne suis pas au courant là, pour l'industrie pharmaceutique. Il faut voir que je vous revienne pour cette réponse-là. C'est bon. La Chine. Expliquez comment ça se fait que la Chine a un impact important sur l'inflation américaine alors que la perception sont que c'est beaucoup de produits à faible coût. Oui, ben c'est justement, donc les Américains ont pris l'habitude de consommer des produits à faible coût pour toutes sortes de besoins de tous les jours. Et là, on va se retrouver avec ces produits-là qui vont doubler ou tripler de prix du jour au lendemain en raison des tarifs. Fait que oui, c'est majeur comme impact pour les consommateurs américains. On peut passer aux composantes aussi, les produits électroniques, l'ensemble des produits de consommation. Il y a souvent, même si un produit est acheté américain, canadien, il y a une importation de sous-produits qui viennent construire le produit en question, qui eux, à ce moment-là, émanent de la Chine, puis composent des volumes importants au global, là, j'imagine. Tout à fait. Puis ça vient en fait illustrer deux choses. Ça vient illustrer la complexité pour les entreprises, mais aussi pour les administrations responsables des frontières, de démêler tout ça pour savoir quel tarif qu'on applique lorsqu'un bien est échangé. Mais ça amène aussi un risque important, puis ça, je ne l'ai pas mentionné, mais qui est quand même aussi présent et digne de mention. Ça concerne les chaînes d'approvisionnement mondiales. Sinon, on parle évidemment d'une guerre tarifaire importante entre la Chine et les États-Unis. Quel impact va avoir cette guerre-là sur les chaînes d'approvisionnement mondiales? Honnêtement, on ne sait pas trop. On se rappelle en sortie de pandémie à quel point les chaînes d'approvisionnement avaient été fortement perturbées, ce qui avait amené d'ailleurs l'inflation à monter de façon vertigineuse partout dans le monde. C'est pas juste au Canada, c'est pas juste aux États-Unis que l'inflation a monté, c'est partout dans le monde à cause de tout ça. Ouais. Donc, est-ce qu'on va revivre un peu le même mauvais film avec cette guerre tarifaire-là? Honnêtement, la réponse reste en suspens. OK. Ben, un peu dans le même esprit, les tableaux présentés n'en faisaient pas spécifiquement mention, mais est-ce qu'il y a de manière faible, moyenne ou forte une possibilité de dépression aux États-Unis? Euh, oui, tu sais, possibilité, c'est large. Oui. Est-ce que c'est hautement probable? Non. Mais oui, en fait, tu sais, honnêtement, c'est très difficile de faire des prévisions dans le contexte actuel, dans le sens où souvent, vous savez, les modèles se basent sur le passé pour prévoir le futur. Là, on se retrouve dans une situation où on n'a jamais vécu ça. Donc, un peu comme en fait, un peu la même chose qu'on avait vécu pendant la pandémie. Donc, ça devient plus difficile de faire des projections. Donc, on fait des hypothèses, on fait des prévisions en fonction de ces hypothèses-là. Mais évidemment, on peut penser à une multitude de scénarios alternatifs qui seraient aussi possibles, peut-être pas très probables, mais aussi possibles qu'on ne peut pas écarter. Fait que oui, la réponse est. Peut-être un mot sur la taxe carbone qui a été retirée. C'est dans tous les secteurs, dans certains secteurs. C'est quoi l'impact actuellement du retrait de la taxe carbone? Ben, en fait, c'est tous les. En fait, c'est à la pompe, donc ça se joue, ben, pas juste à la pompe, mais aussi lors de la distribution de d'autres sources d'énergie. Donc, c'est une taxe qui était présente, qui est retirée. Donc, c'est un effet direct sur les prix à la consommation. La seule chose, c'est que le Québec n'est pas concerné par ça parce que le Québec, on avait notre propre système, donc ça touche un peu moins le Québec. Puis comment le Québec va s'insérer dans tout ça dans le futur, ça aussi, ça reste un peu inconnu. Mais voyez là c'était comme une taxe, comme la TPS, si vous voulez. Quand on achète un bien, il y a la TPS qui s'ajoute au prix. Mais quand les Canadiens achetaient de l'énergie, bien, il y avait une autre taxe qui s'ajoutait, qui est maintenant disparue. Bon. Les effets d'une diversification puis d'un renforcement de nos différentes industries sur les marchés internationaux. Euh, Première partie de la question, ça aurait quel genre d'impact sur notre économie? Puis deuxième partie de la question, on peut penser à ça dans quelle perspective de temps? Une décennie, une demi-décennie, plusieurs décennies? Ben, en fait, moi, je pense que ça peut prendre quelques années.
Puis ça va se faire graduellement, hein? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire graduellement. De ce qu'on entend, puis là, encore une fois, ça va-tu vraiment se concrétiser, mais de ce qu'on entend, il y a déjà une certaine intention de se rapprocher davantage de l'Europe dans nos échanges commerciaux. Entre autres avec des. Puis là, on va voir, là, entre autres avec des ententes pour le secteur militaire. Comment le Canada va réussir à se positionner dans tout ça. Puis aussi, tout ça va être aussi grandement dépendant de la durée du conflit commercial avec les États-Unis. Parce que là, on se doute bien que dans le pire des cas, le mandat de Trump, c'est 4 ans, puis après ça, on paye sur le piton de reset. Puis rendu là, on ne sait pas trop c'est quoi qui va arriver. C'est pas impossible que le grand bon sens reprenne le dessus. À ce moment-là, est-ce qu'on va revenir dans nos pantoufles confortables avec encore 75 à 80 des exportations qui sont dirigées vers les États-Unis parce que c'est plus facile de faire ce genre d'échange-là? Ça reste à voir. Puis, évidemment, je parle de 4 ans, mais ça peut être aussitôt que dans 2 ans avec évidemment les élections de mi-mandat, où là, ça va peut-être devenir de plus en plus difficile là, pour l'administration Trump d'aller à contre-courant. Mais on s'entend qu'autant au niveau politique que commercial, c'est un apprentissage qu'on est en train de faire, là. Nos industries réagissent en se disant on doit générer une autonomie à l'égard du géant américain, puis regarder voir d'autres marchés, puis on va forcément avoir des gens d'affaires qui vont avoir ce réflexe-là dorénavant, là, d'être beaucoup plus proactifs là-dedans, là. Tout à fait. C'est un wake-up call. Ouais. On va le dire ça comme ça. Mais en fait, c'est le temps qui va nous dire à quel point que ça se transforme par des actions concrètes, puis une véritable diversification. Quelques éléments d'information détaillés sur la présentation. À la diapo 32, l'acronyme NRP dans le contexte de la population démographie du Québec, ça signifie? C'est des non-résidents permanents. D'accord, donc une portion de l'immigration, mais qui sont Oui, identifiés. oui, tout à fait. Donc, les gains démographiques, donc les gains de la population, évidemment, il y avait beaucoup de couleurs là-dedans. Je ne suis pas rentré dans les détails, donc, mais il y avait cette section-là, ça correspondait aux résidents non permanents. Et le PIB réel par habitant, c'est? Le PIB réel par habitant, en fait, c'est carrément le PIB réel évidemment, vous savez, là, c'est des 1000 milliards au Canada, là, puis au Québec, qu'on divise par le nombre de personnes. Donc, ça donne un peu la production par personne au fil du temps. Puis c'est là que c'est le fun de voir que dans le graphique, quand on le ramenait par personne, mais ça ne montait pas, en fait, ça diminuait. Chaque personne produisait en fait de moins en moins à travers le temps. Puis pourquoi que le chiffre total lui augmente? Mais c'est parce que même si chaque personne produit de moins en moins, mais il y avait de plus en plus de personnes qui contribuaient à cette production-là et qui venaient gonfler en fait la production totale. Excellent. Une autre question à laquelle on a répondu, mais c'était peut-être un peu subtil. Les tarifs viennent impacter les échanges commerciaux à l'égard des biens, mais pas à l'égard des services. C'est en plein ça. C'est vraiment les biens. Les services, c'est très difficile parce que un bien, c'est facile de le suivre, il traverse une frontière. Les services, on ne peut pas le capter quand il traverse la frontière. Donc, c'est très, très difficile pour ces raisons-là d'appliquer des tarifs douaniers aux services. D'un point de vue historique, c'est très, très rare qu'on applique des tarifs à des services. Puis de toute façon, quand on regarde dans les exportations totales, ben, le gros morceau, c'est quand même le commerce de biens, non pas le commerce de services. Excellent. Alors, peut-être une dernière question. Boule de cristal, il y avait une diapo, si mon souvenir est bon, mais prédiction sur les taux hypothécaires, considérant la récession éventuelle. Euh, une bonne variation, une petite variation? En fait, je n'avais pas d'acétate sur les taux hypothécaires comme tel, mais j'avais un acétate sur les taux de marché, donc les taux obligataires avec le taux directeur de la Banque du Canada. Puis ce qu'on voyait, c'est que
dans nos projections, on anticipe encore de nouvelles réductions des taux de la Banque du Canada. Fait que tout ce qui est court terme, évidemment, devrait suivre un peu cette tendance-là, les taux variables, etc. Par contre, du côté des taux obligataires, oui, on anticipait encore des baisses, mais de façon beaucoup moins prononcée. Donc, c'est à peine si on prévoit de nouvelles baisses à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que oui, c'est sûr que bon, tout ce qui est économie, tout ça, ça ne va pas très bien. Mais en même temps, avec les anticipations d'inflation qui sont à la hausse, bien ça, évidemment, ça vient un peu freiner la baisse des taux obligataires. Puis, quand on parle de taux obligataires, ben, en arrière de ça, ça correspond au coût de financement des institutions financières, puis ça vient impacter directement les taux hypothécaires. Donc, dans ce contexte-là, les taux hypothécaires pourraient encore baisser un petit peu, mais pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que le taux de la Banque du Canada ou les taux variables. Bon, ben une incidence indirecte d'un contexte. C'est sûr qu'on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un mot aussi sur le fait que la vidéo du webinaire sera disponible en rediffusion dans les prochains jours directement sur le site web de Genium 360. On remercie notre partenaire Desjardins. On remercie M. Durocher. Excellente présentation, très contextuelle. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre temps. Et on remercie aussi nos membres pour leur participation. On a eu plus de 200 participants aujourd'hui et des questions tout aussi pertinentes. Monsieur Durocher, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde pour votre participation. Bonne journée à tous.